Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin devant notre commission M. Yannick Morez, qui est alors, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, démissionnaire, mais on a entendu à la radio ce matin que le préfet local avait les plus hautes pressions pour ne pas accepter votre démission. C'est un point de plaisanterie dans un moment qui est difficile pour vous, eu égard aux événements que vous venez de subir à titre personnel et qui ont fait que vous avez décidé de remettre votre mandat. Vous avez en face de vous et à côté de vous, d'abord à côté de vous, Madame Maryse Carrère, qui est sénatrice des Hautes-Pyrénées, et Monsieur Darnaud, qui est sénateur de l'Ardèche, qui sont tous les deux actuellement en charge d'une mission sur le devenir des communes et des maires, naturellement. Et puis, les collègues ici, qui tous, à un moment ou à un autre, ont eu un mandat local. Conseil départemental, de président de conseil départemental, de maire. Nous avons tous été, à un moment ou à un autre, en responsabilité. C'est dire à quel point la situation que vous avez vécue ou que vous vivez, nous l'avons connue, pas forcément de la même manière, mais en tous les cas, nous avons conscience de la situation aujourd'hui de nos élus, de nos collègues, je précise, de nos collègues élus dans les communes et des instants de violence et d'agression que vous vivez. Je ne suis pas là pour faire un témoignage personnel, mais ayant occupé les fonctions de maire de ma commune dans le Rhône pendant 20 ans, j'ai connu des moments parfois un peu difficiles, naturellement, comme nous tous, mais très honnêtement, jamais à la hauteur de ce que les collègues maires aujourd'hui endurent, et à la hauteur à laquelle la violence, j'allais presque dire, quels que soient les milieux, est en train de prendre sa place dans notre vie publique, dans notre vie tout court, et à quel point elle constitue, je le crois, véritablement plus qu'un danger et doit être combattue. Et ce matin, si nous avons souhaité que vous puissiez venir devant la commission des lois du Sénat, c'est parce que depuis plusieurs années maintenant, outre le fait que le Sénat est la chambre des collectivités locales, est particulièrement sensible à ce qui se passe, je salue entre autres la présence de Mme Gatel, qui est membre de la commission des lois, mais qui est également présidente de la délégation aux collectivités territoriales, nous nous intéressons de près sur ce qui se passe pour nos élus. Je ne rappellerai pas le lâche crime du maire de Signé. Je ne rappellerai pas ce que vient d'ailleurs de dire une collègue maire de Bretagne, de Plougascan, pardon, qui a été victime également d'agressions, et de tant d'autres qui, au quotidien sont l'objet de ces agressions. Donc c'est notre intérêt d'abord de vous apporter notre soutien. Je crois que je peux le faire à l'unanimité de tous les collègues présents ici, mais c'est l'intérêt aussi que vous veniez devant la représentation nationale dire ce que vous avez vécu, parce que là, du fait de ce que vous allez dire, nous voulons comprendre ce qui ne s'est pas passé. Et en particulier, nous avons lu dans vos déclarations que vous avez attendu un soutien de l'État, je le dis directement tel qu'on l'a lu, et il faut que nous comprenions précisément ce qu'il s'est passé, parce que dans différents textes récents que nous avons votés ici, nous avons souhaité que les préfectures, que les magistrats soient proches des élus locaux, des maires en particulier, à leur écoute, que nous avons légiféré sur ces points-là. Que par ailleurs, nous avions saisi, je me souviens, en 2019, début 2020 et 2021, le garde des Sceaux sur la situation des élus. Il avait lui-même répondu et pris des engagements que j'ai à mon dossier. Donc, ce que vous allez dire n'est pas pour être retenu contre vous, mais bien évidemment, mais c'est surtout pour comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas pu obtenir, pour que nous puissions ensuite continuer d'avancer dans ce travail de contrôle qui est le nôtre, et d'une part la possibilité
de faire peut-être améliorer notre législation ou alors améliorer le système. J'ai été beaucoup trop long, monsieur le maire, parce que je vais laisser la parole quelques instants à madame Maryse Carrère, puis ensuite à vous-même pour vous puissiez témoigner. En tous les cas, merci de votre présence ce matin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le maire, je me contenterai de quelques mots pour rappeler les raisons qui nous conduisent aujourd'hui à nous associer à la Commission des lois pour vous entendre, Monsieur le maire, nous associer aussi aux propos du Président Buffet et vous apporter tout notre soutien dans ces moments qui, pour vous, mais aussi votre famille, sont sûrement pénibles et douloureux. Dès le début de ces travaux, la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire s'est intéressée à la problématique des démissions volontaires de maires, dont on observe qu'elles sont aujourd'hui, en ce début de mandat, plus nombreuses que lors de la précédente mandature. Et nous y avons vu le symptôme d'un mal-être des maires dont il nous appartenait d'identifier les causes. Déjà, au fil de nos auditions et de nos déplacements, des éléments émergent, un sentiment d'abandon, un déséquilibre entre les charges que l'on doit assumer et les moyens dont on dispose et l'aide que l'on reçoit, et des relations parfois plus tendues avec certains citoyens. Et les causes sont bien entendu nombreuses et nous avons lancé depuis la semaine dernière une vaste consultation Internet des élus municipaux, ouverte jusqu'au 8 juin, pour recueillir leur point de vue sur les conditions d'exercice de leur mandat et leur perception de l'avenir de la commune. Elle sera, je n'en doute pas, riche d'enseignements et nous permettra de mieux mesurer l'ampleur du phénomène et des difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Mais ces statistiques seraient bien sûr impuissantes à décrire la réalité du phénomène si nous ne disposions pas en même temps du témoignage direct de ceux qui sont confrontés à ces difficultés. C'est pourquoi, Monsieur le maire, au nom de mes collègues de la mission d'information, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner devant nous afin de nous éclairer sur le drame que vous avez vécu et sur ce qui, selon vous, a manqué dans l'aide et la protection que vous auriez dû recevoir. Puis je laisserai peut-être en suivant la parole au rapporteur pour des questions en suivant. Ouais. Merci. Bien, écoutez, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à commencer par remercier, en fin de compte, tous les messages de soutien que j'ai pu avoir de tous les élus de France, quel que soit leur rôle. Ça apporte beaucoup de chaleur, c'est vrai. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, dans tous ces messages d'élus que j'ai reçus par rapport à la date de l'incendie, par rapport au 22 mars où j'avais déjà reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup plus de messages notamment de soutien de maires qui m'ont exprimé également ce qui leur était arrivé, et notamment parfois des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, et puis qui n'ont en fin de compte, n'ont rien fait, n'ont pas déposé plainte, puisque à chaque fois, c'est ce qu'ils me mettaient dans les courriers que j'ai reçus. Très souvent, ça terminait sans suite. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que quand on voit le chiffre important, là, et notamment l'augmentation importante des agressions depuis un an, je pense que ce chiffre est largement sous-estimé, sous-évalué, puisque dans tous ces courriers, on s'aperçoit quand même que c'est relativement très souvent, et puis c'est vrai que je pense que c'est pas terminé avec toutes les contraintes que nous avons, nous, à subir, les maires, avec les différentes lois. Et je pense que dans l'avenir, et notamment avec la loi climat et résilience, et notamment avec le ZAN, on sait très bien qu'on a des personnes, des concitoyens qui ont acheté parfois des terrains à transmettre pour leurs enfants. Quand il faudra leur annoncer que ces terrains ne sont plus constructibles, qui est-ce qui va prendre? Ce sont encore les maires. Voilà. Donc, dans un premier temps, je voudrais juste rapidement présenter en fait la commune de Saint-Brévin-les-Pins. C'est une commune de bientôt 15 000 habitants, qui est située donc au sud de l'estuaire. Au nord de l'estuaire, il y a la ville de Saint-Nazaire, qui est célèbre par sa construction navale et puis Airbus. Et puis Saint-Brévin fait partie du Pays de Retz, qui est une zone située entre la Loire au nord et la Vendée au sud. Dans ce Pays de Retz, en fait, il y a deux villes importantes, Pornic, que vous connaissez peut-être, et puis donc Saint-Brévin-les-Pins. Moi, j'ai été élu en 2008 pour la première fois. Donc, j'habite Saint-Brévin-les-Pins depuis 32 ans, puisque j'y exerce la profession de médecin généraliste dans cette commune.
J'ai été élu la première fois en 2008, où j'étais adjoint à la voirie et au réseau, puis ensuite en 2014, où je suis devenu adjoint au bâtiment et performance énergétique, et en 2017, mon prédécesseur, qui est actuellement député, Yannick Horry, a été élu député, et donc il m'avait demandé de prendre la suite. Donc depuis 2017, je suis maire de la commune, et j'ai été réélu en 2020. En 2016, nous avons eu, donc c'était mon prédécesseur Yannick Horry, suite au démantèlement de la jungle de Calais. En fait, nous avons vu arriver, cela nous a été imposé par l'État, en fait, l'arrivée de migrants et la création d'un centre d'accueil d'urgence, en fait, de demandeurs d'asile. Et ce centre d'accueil de demandeurs d'asile était situé dans un ancien centre de vacances qui appartenait au comité d'entreprise d'EDF-GDF et qui n'était plus en fonction puisqu'il n'était plus aux normes. Donc depuis 2016, nous accueillons ces deux demandeurs d'asile et puis sans la moindre difficulté. Alors en 2016, juste avant leur arrivée, ça avait été un petit peu chaud quand même, puisqu'il y avait eu comme 2 coups de feu qui avaient été tirés sur le bâtiment. Voilà. Il y avait eu également une réunion publique qui avait permis de s'affronter en fin de compte ceux qui étaient favorables à l'arrivée de ces migrants, puis bien entendu je dirais les partis d'extrême droite qui s'y étaient opposés, mais le reste du temps, ça s'était bien passé. Et puis, s'était créé également une association pour les aider. Et puis, les différentes associations brévinoises, en fait, ont participé à l'inclusion de ces demandeurs d'asile. Tout se passait très bien. En 2018, donc, j'étais devenu maire de Saint-Brévin. Et là, c'était de récupérer, en fin de compte, certains migrants, certains demandeurs d'asile qui a été à Nantes, et notamment au niveau du square d'Avier de Nantes. Et Johanna Roland, la maire de Nantes, m'avait contacté en me disant qu'ils allaient venir sur notre centre d'accueil. Et là, même chose, donc parfaitement accueillis. Nos associations qui se sont également occupées d'eux pour leur apprendre le français, pour leur faire du sport. Enfin bon, tout se passe très bien dans la population avec ces demandeurs d'asile. Le 11 mars 2021, j'avais invité le sous-préfet à Saint-Brévin à visiter un bunker, puisque nous en avons plein, bien entendu, sur le littoral et dans notre commune, qui a été réhabilité. Et à la fin de cette visite, il m'apprend que l'État a décidé que cet hébergement d'urgence, en fait, cet UDA, va devenir un CADA, et de façon pérenne. Il me l'a appris comme ça, parce que je n'ai même pas reçu, je dirais, de courrier pour me l'annoncer. Ça a été vraiment de façon verbale. Le choix, puisqu'en plus ce bâtiment puisqu'il appartenait au CE d'EDF, était en vente. Donc il y avait déjà des promoteurs qui étaient intéressés pour ce centre. Et donc le préfet me dit, de toute façon, vous l'aurez, donc essayez de trouver un autre site qui puisse accueillir ce CADA. Nous avions au sud de la commune des bâtiments qui étaient en friche, qui était une ancienne colonie en friche, en fait, avec 2 bâtiments et une petite maison, qui sont situés à côté d'une école maternelle et primaire, et puis à côté d'une forêt, la forêt de la Pierre-Attelée. Et donc j'avais gardé les coordonnées d'un représentant de l'association Aurore qui gère les CADA au niveau national, et je l'ai appelé en lui parlant de ce site et en lui posant comme question, voilà, c'est situé à côté d'une école maternelle et primaire, est-ce que ça peut avoir des conséquences, est-ce que c'est un problème? Il me répond, bien sûr, que non, il n'y a pas de problème à le fait que ce soit à côté d'une école. Et puis, il me rappelle 2 semaines après en me disant qu'il descendait avec toute son équipe de façon à pouvoir visiter le site. Donc c'est ce qui s'est fait. Et puis donc ils ont validé ce site de la Pierre-Attelée, puisqu'il y avait un avantage. En fait, il y avait 2 bâtiments et une maison.
Et c'est ce qu'il me disait, c'est-à-dire que dans beaucoup de CADA actuellement en France, où il y a un seul bâtiment, il est difficile en fait d'accueillir à la fois des femmes et des enfants mélangés à des hommes. Et donc là, le fait d'avoir 2 bâtiments, ça permettait de faire quelque chose qui permettrait d'accueillir en fait des familles, c'est-à-dire des femmes et des enfants. Donc, ça a évolué. Ils ont validé ce site. Et puis, les travaux, l'État a également validé ce site. Et les travaux pouvaient éventuellement démarrer très rapidement, donc en avril 2022. La première difficulté dans ce CADA, qui était tout simplement une délocalisation dans un autre quartier, c'est que l'État et ses représentants ne souhaitaient pas communiquer. Ils ne souhaitaient pas informer les habitants. Ils ont laissé la municipalité s'en charger. Alors que c'était pourtant un projet de l'État. C'était donc cette première difficulté. On a donc organisé une réunion avec les parents d'élèves, avec la directrice de l'école, avec les différentes associations. On a une association qui est également au sein de l'école, qui gère les accueils de loisirs sans hébergement. Voilà. On a réuni tout ce petit monde de façon à les informer de ce projet. Et ça a été fait, ça, le 5 octobre 2021, en mairie. Voilà. Dès le lendemain, parce qu'on savait très bien que ça allait diffuser à toute vitesse, bien sûr, on avait préparé un flyer qu'on a boité, en fait, dans tout le quartier. Voilà. Et également avec des messages qui ont été publiés à la fois sur les réseaux et sur le site de la commune. Nous avons à Saint-Brévin un petit journal hebdomadaire qui est mis dans les différents commerces, dont les Brévinois peuvent avoir également sur le site. C'était également dans ce Brève Info, et puis également dans le magazine municipal de novembre-décembre 2021. Et puis, bien entendu, il y avait de nombreux articles de la presse qui le relataient. Tout se passait bien, voilà, mais pour la première fois, c'est la municipalité, en fin de compte, qui a annoncé ça et qui a été chargée de l'expliquer, en fait, à la population. Début de l'année 2022, on fait des groupes de travail, et notamment avec l'association Aurore, et également le constructeur CISN qui était chargé en fait de faire les travaux pour réhabiliter ce site et construire ce CADA. Et puis là, on commence à apercevoir, il y a quelques parents d'élèves et de riverains qui contestaient un petit peu ce site, vu que c'était à proximité de l'école, et qui ont créé un collectif de la préservation de la piraterie. Et ils ont lancé une pétition. Mais bon, ça ne faisait pas énormément de bruit. La pétition n'allait quasiment pas monter en nombre de signatures. Voilà. Le permis de construire a été délivré au constructeur CISN le 10 janvier 2022. Le 7 février 2022, lors de notre conseil municipal, on a validé la vente du terrain à l'unanimité, donc à l'association Aurore. Voilà. Et puis ce collectif de préservation de la piraterie a déposé un recours gracieux contre le permis le 9 mars 2022, que l'on a rejeté en fait le 22 mars. Ils ne sont pas allés plus loin. Le collectif n'a pas déposé de recours auprès du tribunal administratif. Bien sûr, il y avait des panneaux de chantier qui ont été régulièrement dégradés. Voilà. Et puis en septembre 2022, les travaux ont débuté. Le 15 octobre 2022, une première manifestation est organisée par ce collectif de la piraterie. Elle réunit à peu près une quarantaine de personnes, dont la majorité proviennent déjà de l'extérieur de la commune, puisque sur Saint-Brévin, il y a quand même relativement peu de personnes qui sont à l'extrême, notamment l'extrême droite. Donc très peu de Brévinois. Et très rapidement, ce collectif s'est aperçu qu'avec quelques personnes, en fait, il n'allait pas pouvoir faire bouger la mairie, d'autant plus que, je vous dis, ça avait été voté à l'unanimité en conseil municipal. Et donc, il a fait appel directement à l'extrême droite et à tous les groupuscules d'extrême droite. Et le 11 décembre 2022,
Une nouvelle manifestation est organisée, là qui réunit une centaine de personnes, hein, mais je vous dis toujours très très peu de Brévinois, donc ils se réunissent devant la mairie. Et il y avait également une contre-manifestation qui a été pilotée par l'association brévinoise qui s'était créée en 2016 justement pour aider les demandeurs d'asile. Donc ça a été, voilà, c'est bien géré par les forces de l'ordre qui ont tout fait pour éviter qu'ils se rencontrent, qu'ils se voient. Lors de mes vœux à la population, j'ai rappelé en fin de compte ce projet qui n'était à l'origine bien entendu pas un projet de la municipalité, mais voilà, puisque ça avait été, la vente du terrain avait été votée à l'unanimité, voilà, en disant que toute la municipalité, bien entendu, soutenait ce projet de CADA. Et puis à partir de là, cela a commencé, donc avec différents articles sur les réseaux sociaux, des menaces, des intimidations, alors également beaucoup d'articles sur un site qui s'appelle Riposte Laïque, voilà, où on était mis en pâture en permanence, que ce soit moi, la directrice de l'école, qui en plus est une nouvelle directrice qui a débuté à la rentrée de septembre, la présidente de l'association des parents d'élèves, voilà, avec les photos bien entendu mises sur ce site, et puis je vous dis pas, voilà, toutes les menaces en dessous et les différentes insultes. Voilà. Ça a continué, donc bien entendu on a alerté la gendarmerie en leur demandant ce qu'ils pouvaient faire. Et la réponse, et je vous la répéter très souvent, c'était toujours liberté d'expression. Donc on ne peut rien faire. Voilà. Et puis ces manifestations, puisqu'il y avait également un projet un peu similaire à Callac, c'était, voilà, à Callac on a réussi, on a gagné, donc à Saint-Brévin, eh bien, on va continuer et on va faire monter la pression. Et j'ai reçu, moi, 2 semaines d'intervalle, un tract dans ma boîte aux lettres personnelle, pour bien montrer qu'ils savaient où j'habitais, de tracts ignobles. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014, l'histoire d'un petit garçon qui était dans une colonie à Saint-Brévin, qui avait été enlevé, qui avait été retrouvé tué dans une mare à Guérande. Voilà. Ça n'avait strictement rien à voir avec cette affaire avec des migrants. Voilà. Et dans ce tract, j'avais la photo de ce petit garçon, en rappelant l'histoire, et en dessous de marquer « Voilà ce qui risque de se passer à Saint-Brévin avec 110 migrants ». Voilà. La semaine suivante, la même chose. La photo d'une petite fille, alors encore plus horrible parce qu'il mettait la photo avant et ensuite après. Donc, je n'imagine pas la deuxième photo. Et toujours avec ce même discours, quelque chose qui, on a essayé de chercher, c'était même pas passé en France. Hein, donc, voilà le type de tract que j'ai reçu. Bien entendu, on a transmis ça à la gendarmerie. Toujours la même réponse. Liberté d'expression. Voilà. Le 23 janvier, je fais un courrier au préfet, voilà, pour lui dire tout ce qui se passait, notamment toutes ces menaces qu'il y avait. Moi, j'avais également eu une menace, ce ne sera pas une tarte à la crème, mais une tarte au plomb. Oui, donc je fais un courrier au préfet demandant en fait un soutien de l'État, parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin démunis. En fait, on avait l'impression de se retrouver seul. Courrier revenu sans réponse. Voilà. Début 2023 également. On organise également à chaque fois en début d'année, et c'était en février, l'accueil des nouveaux Brévinois. Voilà. Et bien entendu, on a retrouvé quelques membres du collectif qui étaient à la sortie et qui harcelaient les personnes qui ressortaient, avec également distribution d'un tract haineux. Et pour les personnes qui ne souhaitaient pas prendre leur tract, bien entendu, ils étaient également insultés. Ils ont distribué à plusieurs reprises des tracts également sur le marché de Saint-Brévin. Et puis le pire, ils ont distribué un jour des tracts au niveau à l'entrée de l'école.
Voilà. Et nous, à Saint-Brévin, on a une commune qui est très plate, hein, une commune où il y a beaucoup, tout est fait pour faire du vélo. Et on a donc beaucoup d'enfants qui se rendent, notamment en primaire, à l'école, à vélo, donc ils ne sont pas forcément toujours accompagnés par leurs parents. Et ce collectif distribuait ces tracts haineux, bien entendu, aux parents qui accompagnaient les enfants, mais également aux enfants qui venaient seuls. En fait, les tracts étaient mis dans leur cartable. Voilà. Nous l'avons signalé à la gendarmerie, qui était présente sur les lieux, mais qui ne les a pas empêchés de distribuer ce tract et de continuer. Elle les a laissés faire. Beaucoup de parents d'élèves aussi se sont sentis menacés, hein, puisque par l'association de parents d'élèves, ils avaient récupéré en fait les différents mails des parents d'élèves, et puis, pareil, harcelaient les parents d'élèves qui ne voulaient pas, qui ne les suivaient pas, et les harcelaient également sur les boîtes mail. Donc on a organisé, le 27 janvier, une réunion avec justement les parents d'élèves pour essayer un petit peu de rassurer tout le monde. Et nous avions convoqué à cette réunion un lieutenant de gendarmerie, voilà, pour que les personnes se sentent rassurées, puis qu'ils puissent poser toutes les questions à la gendarmerie. Et là, la réponse était toujours la même. De toute façon, ça ne sert à rien de déposer plainte. Nous ne ferons rien. Voilà. C'est la liberté d'expression. Le tract, liberté d'expression, ne peut rien faire contre son tract. Voilà. Le 7 février 2023, le conseil municipal a été envahi par les membres de ce collectif. Il y avait encore une fois très peu de Brévinois, mais surtout des personnes extérieures à Saint-Brévin. Et nous avions prévu, en fin de compte, de faire voter une motion, hein, justement pour donner un petit peu condamner les différentes menaces qu'il y avait sur les différentes personnes, que ce soit les élus, également les membres des parents d'élèves et la directrice de l'école. Cette motion a été bien entendu votée à l'unanimité, et toutes ces personnes en fait voilà, ont assisté à ce conseil municipal. On avait prévu quand même prévenu la gendarmerie au cas où ça aurait été chaud, de façon à pouvoir les évacuer. Mais je pense qu'ils attendaient une chose que je demande, le huis clos. Donc, comme ils n'ont fait aucun bruit, en fait, ils sont restés, ils ont assisté à tout le conseil municipal. Je n'ai pas pu les évacuer puisque ils n'ont fait aucun bruit. Une autre réunion a été organisée 3 jours après, le 10 février, avec le commandant de gendarmerie, qui regroupe en fait tout le Pays de Retz, hein, donc notamment les gendarmeries importantes de Saint-Brévin et de Pornic, et monsieur le sous-préfet, que nous avions convié. À cette réunion, j'étais avec ma première adjointe, voilà, qui elle aussi avait pris pas mal de coups sur riposte laïque, et puis mon adjointe aux affaires scolaires, puisque bien entendu, elle, en s'occupant des écoles, bien entendu, elle avait été confrontée à ce collectif. Et lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé. Voilà. Et je peux vous assurer qu'on a été quand même très très surpris. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Voilà. On a toujours eu ce leitmotiv de liberté d'expression, aussi bien utilisé par la gendarmerie que par le sous-préfet. Voilà. Donc quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvés tous les trois avec mes 2 adjointes. Et je dirais qu'on était un peu dépités, un peu choqués en fin de compte de ce qu'on avait entendu. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seuls, abandonnés par les services de l'État, et qu'on allait devoir continuer à affronter, en fin de compte, cette montée en puissance là, de ce collectif qui, en fin de compte, ne représentait même plus Saint-Brévin, mais qui était le collectif qui faisait venir toute l'extrême droite et tous les groupuscules d'extrême droite. Suite à cette réunion, le 15 février,
j'ai fait un courrier au procureur de la République pour dénoncer, en fin de compte, tous ces faits, et toute une liste où on a repris toutes les menaces, toutes les insultes, tout ce qui s'était passé, voilà, en rappelant également le manque de soutien de l'État. Et nous avons reçu aucun courrier de retour de la procureure. Voilà. Aucune réponse. Le 25 février 2023, oui. C'est pour ça que c'est important toute cette chronologie, c'est peut-être un peu long, mais ça vous permet de voir un peu comment ça s'est passé. Le 25 février 2023, dans l'après-midi, a été organisée, pareil, par le même collectif, donc une manifestation. Donc c'était une manifestation qu'il déclarait, mais on s'apercevait que ceux qui déclaraient la manifestation, très souvent il y avait un Brévinois, et puis les 2 autres personnes étaient en dehors de Saint-Brévin. Donc 250 personnes sont venues, ont bloqué la ville, les commerces, ont créé également des dégâts, puisque bien entendu, qui dit manifestation d'extrême droite, vous avez en face l'ultra-gauche également qui appelle à venir, tout simplement pour se taper dessus. Voilà. Et c'est vrai que ce sont ce genre de choses qu'on n'avait jamais vues à Saint-Brévin, qu'on n'avait jamais connues, nous, à Saint-Brévin. Voilà. Et il y avait eu le matin d'organiser par les associations qui soutiennent le projet une contre-manifestation qui avait réussi à réunir 1300 personnes. Voilà, ils avaient organisé ça le matin justement pour ne pas être en confrontation avec les agressions de l'extrême droite et de l'ultra-gauche. Le 18 mars, lors d'une cérémonie publique de la commémoration de la catastrophe du Boivre. Il y a eu une catastrophe, puisque Saint-Brévin fait partie de la poche sud de Saint-Nazaire, et il y avait eu une catastrophe à l'époque, en 1945, où une vingtaine, en fin de compte, de personnes sont décédées dans une explosion, et donc il y a un monument. Et, chaque année, bien entendu, on fait cette commémoration de cette catastrophe du Boivre. Je me suis retrouvé donc à chaque fois, bien entendu, lors de toutes ces cérémonies patriotiques, les gendarmes sont prévenus. Voilà. Et ce 18 mars, en fait, après la cérémonie, il y a bien entendu le verre de l'amitié dans une salle qui était fait justement, puisque c'est pas très loin de cette école de la Pierre-Attelée, dans une des salles de l'école. Et je me suis retrouvé, en fait, je les ai vus arriver, entouré par ce collectif, à peu près 6-7 membres, qui m'ont vraiment entouré, donc je ne pouvais même pas partir. Il y a eu des échanges, et à la fin, durant l'entretien, ils m'ont demandé d'essayer de les aider pour obtenir un rendez-vous avec le préfet. Voilà. Donc je me suis engagé à essayer de faire obtenir ce rendez-vous avec le préfet. Et à plusieurs reprises, certains m'ont dit « mais vous dormez bien ?» Bon, voilà, j'en avais pas pris qu'un, je précise, c'était le 18 mars, et on va vous raccompagner jusqu'à votre véhicule. Voilà. C'était le 18 mars. Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, donc j'étais victime d'un attentat criminel, voilà, où probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes 2 véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans la maison. Heureusement, nous avons été réveillés par les bruits, et puis également par 3 personnes qui revenaient de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les pompiers et qui ont insisté de façon à nous faire sortir de la maison, puisque donc tout était en train de brûler. Le jour de l'incendie, ce mercredi 22 mars, j'ai eu bien entendu plusieurs coups de fil de la procureure, voilà, qui m'a appelé pour m'apporter son soutien. Elle n'avait toujours pas répondu au courrier précédent. J'ai eu un coup de fil de monsieur le sous-préfet, qui également m'a apporté son soutien. Et puis un coup de téléphone également de monsieur le préfet des Pays de la Loire, monsieur Rigolet-Rose, qui était là depuis assez peu de temps,
qui est venu également, qui m'a appelé pour m'apporter son soutien. 2 jours plus tard, le vendredi, en fin de compte, j'ai essayé avec la presse lors d'une interview de dire un petit peu justement ce manque de soutien de l'État. Seulement j'ai été coupé par la presse, donc ça n'a pas été diffusé. Voilà. Et donc de colère, j'ai fait un courrier à Véran, parce que oui, j'oublie, Olivier Véran m'avait également appelé le jour même. C'est le seul ministre d'ailleurs qui m'a appelé ce jour-là. Et donc 2 jours après, sous le coup de la colère, donc j'ai décidé d'écrire à Olivier Véran, voilà, en envoyant un double de mon courrier, bien entendu, à M. Darmanin, au préfet, sous-préfet, également au président de la République. Voilà. 2 jours également après l'incendie, M. le sous-préfet est allé couper un ruban à Pornic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le coin, pour aller à Pornic, quand on vient de Saint-Nazaire, on traverse la Loire par le pont, donc on traverse obligatoirement ma commune de Saint-Brévin. Voilà. La moindre des choses, quand même, un peu d'humanité, il aurait été bon quand même qu'il puisse s'arrêter dans la commune pour me demander en fait mes nouvelles, en fait, puisqu'il traversait ma commune. Eh bien non, il ne s'est même pas arrêté, il est allé couper son ruban à Pornic. Voilà. J'ai reçu alors un courrier également, donc un courrier d'Olivier Véran qui ne répondait pas aux questions que je lui transmettais dans le courrier, et j'ai reçu également un courrier du président de la République, M. Macron, qui m'assurait de leur soutien, mais bien entendu qui ne répondait pas voilà, aux questions de mon courrier, justement sur le fait qu'il n'y avait eu aucun soutien de l'État. Le 4 avril 2023, j'ai été également auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, voilà, notamment concernant la loi sur l'immigration. Et en fait, cette audition avait été prévue avant l'incendie, et je me suis retrouvé, donc c'était en visio, avec le maire de Belâbre, voilà, qui lui aussi, à qui on a imposé un CADA, mais lui qui a la chance, en fait, d'avoir un soutien du sous-préfet et du préfet, hein, puisque justement on a pu discuter ensemble, et donc il était surpris que moi, bien entendu, je n'avais vraiment aucune relation avec le préfet et sous-préfet, alors que lui, il les avait pratiquement tous les jours au téléphone. Voilà. Voilà. Ensuite, et on a reçu, comme quoi en fait ça va parfois loin, le début avril également, une lettre d'un maire, le maire de Famec, voilà, dans un courrier officiel, et en fin de compte c'était une lettre d'insulte. Donc vous imaginez que j'ai trouvé ça un peu curieux, en fin de compte, venant d'un collègue maire, voilà. Donc nous l'avons appelé, et en fait c'était tout simplement une usurpation d'identité. Il y a quelqu'un de sa commune qui a pris du papier en tête, voilà, qui a recopié sa signature avec le cachet de la commune, une enveloppe de la commune, et se la mettait adressée. Donc, voilà. Et donc depuis, bien entendu, on lui a fait remonter tout ça, il a déposé plainte aussitôt. Voilà. Le 7 avril, j'ai écrit au sous-préfet pour lui demander en fait une protection renforcée, puisque sur les réseaux sociaux commençait à circuler une nouvelle manifestation qui était prévue pour le 29 avril. Voilà. Et donc, vu ce qui s'était passé, j'avais pas envie à nouveau, voilà, de subir des violences. Voilà. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril en m'indiquant qu'ils allaient faire une évaluation des risques sur ma personne. Voilà. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. Et puis pas de nouvelles. Donc il a fallu que je relance en fait par mail le 25 avril. Et le sous-préfet, le 28 avril, en fait, m'a répondu, donc la veille de cette manifestation, voilà, que l'évaluation des risques était toujours en cours. Et elle est toujours actuellement. Voilà. Le 7 avril, voilà,
J'ai été invité par notre ami Joël Guerriot, donc au Pouliguen, hein, qui organisait une réunion sur les violences auprès des élus, justement pour expliquer la situation et puis recruter une nouvelle fois auprès du sous-préfet, en fin de compte, qui était présent à cette réunion, le manque de soutien. Il y avait également 2 collègues maires qui étaient présents, dont ma collègue de Vue, qui est une commune à proximité de Saint-Brévin, dont le jugement a eu lieu, c'est en début de semaine, voilà, dont son prédécesseur, qui la harcelait en permanence, en fait, a été condamné. Et puis donc pour cette manifestation du 29 avril, nous étions aperçus, nous, sur les réseaux sociaux, qui étaient appelés à manifester, en fait, ce que nous avons vu à Paris ces derniers jours, c'est-à-dire toute une formation néo-nazie là, de Rennes, où il y avait plus de 100 personnes qui devaient venir justement sur Saint-Brévin. On avait également l'annonce, bien entendu, de toute l'ultra-gauche du Pays de Retz, de la région nantaise, qui appelait également à manifester, tout simplement pour venir se taper dessus, hein, c'était clair. Hein. Donc le 17 avril, j'ai fait un courrier au préfet, en lui précisant justement tout ce que nous avions trouvé, et pour lui dire que ça allait entraîner, bien entendu, des troubles à l'ordre public, et en lui demandant d'interdire cette manifestation. Voilà. Pas de réponse. Donc le 25 avril, nous avons également relancé. Voilà. Et la veille de la manifestation, le sous-préfet m'a envoyé un mail en disant qu'il ne pouvait pas interdire cette manifestation pour des raisons juridiques. Ça, c'était le matin. Et l'après-midi, nous, on découvrait que le préfet de Paris, en fait, interdisait la manifestation autour du Stade de France. Donc, 2 poids, 2 mesures, même s'il y avait un recours, mais bon, le nôtre ne pouvait pas l'interdire juridiquement. Quelques jours après la manifestation, bien sûr, j'ai refait un courrier au préfet en lui disant ce qui s'était passé, c'était, voilà, on l'avait averti, hein, voilà, c'était quand même le week-end de 3 jours du 1er mai. On a eu, bien entendu, des dégradations au niveau de la ville de Saint-Brévin, au niveau de commerce. C'était un grand week-end, on est quand même une station balnéaire, on a beaucoup de monde qui vient. Et ce qui a obligé, en fin de compte, un grand nombre de nos commerces de centre-ville est bien fermé pratiquement toute la journée. Voilà. Les dégradations, ça a également fait peur à beaucoup de Brévinois, parce que quand vous voyez dans une petite commune qui normalement est tranquille, hein, voilà, arriver sans jeunes, cagoulés, tout de noir vêtus, dans le centre-ville, vous rebroussez chemin. Hein, c'est vrai que voilà. Il y a eu une voiture qui a brûlé, des poubelles qui ont brûlé, enfin pas mal de dégâts. Donc dans ce courrier, je demandais également au préfet, je lui annonçais qu'on allait faire un détail de toutes ces dégradations et qu'on allait lui envoyer la facture. Bien entendu, on sait très bien qu'ils n'y participeront pas, mais c'était voilà, purement symbolique, qu'on allait également faire chiffrer par nos commerçants qui ont été obligés de fermer, en fait, le manque à gagner. Voilà. Bien entendu, aucune réponse à ce courrier à ce jour. Voilà. Il n'y a même pas eu d'arrestation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, rien, c'est-à-dire ces manifestants sont repartis tranquillement chez eux après avoir cassé. J'ai eu le rapport de la gendarmerie, il y a quand même eu 98 grenades lacrymogènes qui ont été lancées dans une petite ville comme la mienne, donc, ce qui paraît phénoménal. J'ai écrit donc le 30 avril également au préfet, donc justement pour lui dire ça, son absence de soutien, et puis justement lui demandant les remboursements de tous ces dégâts. Voilà. Ensuite, voyant cela, et puis après longue discussion avec ma famille, vous imaginez que voilà, c'est très difficile de continuer à vivre cela. Juste pour dire, il y a 2 semaines, lors du week-end du 8 mai, mon fils qui habite Paris est venu passer 3 jours. Nous étions à la terrasse d'un café le dimanche midi. Donc
en public. Et une personne de ce collectif, qui a dit bien entendu on a des idées d'extrême droite, s'est dirigé vers moi. Je l'avais vu arriver, mais bien entendu, j'avais tourné la tête pour justement ne pas le fixer du regard. Il est venu directement vers nous en m'insultant, en me disant « mais t'as pas fini de foutre le bazar à Saint-Brévin avec tes migrants ?» Enfin bon, puis il a continué. Et puis tout en continuant, en essayant de faire croire à tout le monde que c'était moi-même qui avais mis l'incendie donc à mes 2 véhicules et à ma maison. Voilà. Il a fini par partir. Et donc j'ai relaté ça à la presse pour expliquer pourquoi justement on ne voulait plus vivre ça. Et puis ma femme ne veut pas non plus rencontrer ce genre de personnes. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner de ma fonction d'élu et de quitter, bien entendu, cette ville voilà, qui m'avait accueilli il y a 32 ans. Voilà. J'ai envoyé ma démission au préfet le mardi qui a suivi. Et en fait, il m'a appelé le lendemain. Voilà, on a discuté. Je lui ai dit que je n'avais pas senti le soutien de l'État. Sa réponse a été « mais si, on vous a soutenu. Lorsqu'il y a eu les manifestations, j'ai tout fait. J'ai mis en fin de compte les 3 compagnies de CRS pour éviter les dégâts. J'ai envoyé également un sous-préfet d'astreinte, la procureure qui était présente sur site. Donc j'ai agi. Voilà, ça a été sa réponse. Voilà. Il faut savoir que le préfet, quand il a écrit dans la presse qu'il m'avait eu régulièrement au téléphone, le jour où j'ai donné ma démission, c'est la 2e fois que je l'avais au téléphone. Je l'ai eu la première fois le jour de l'incendie, la seconde fois, voilà, lorsque j'ai donné ma démission. Quant à monsieur le sous-préfet, je l'ai eu au téléphone, comme je vous l'ai dit, le jour de l'incendie, depuis, plus jamais. Voilà. Donc, voilà un petit peu toute cette chronologie sur tout ce qui est arrivé. C'est pour ça que quand j'ai parlé du manque de soutien de l'État, c'était flagrant. Et surtout quand je vois dans tous les messages de soutien que j'ai reçus, où il y a quand même voilà, des CADA maintenant qui s'implantent un peu partout, je m'aperçois que mes collègues maires voilà, ont des relations importantes avec les préfets, sous-préfets, qui viennent faire des réunions publiques pour expliquer ce que c'est tout simplement un CADA à la population, alors que nous n'avons pas eu ce genre de choses. Et puis, ce qui est désolant également, quand vous avez dû voir la communication du préfet après ma démission, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse des remous comme ça, cette démission, quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. Il suffit de lui demander la date, il ne pourra pas en fournir. Il n'en a pas fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu résumé chronologiquement toute mon histoire à Saint-Brévin. Alors, ce qui est amusant, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des retombées. Certains ont dû se faire un peu taper sur les doigts. Sur l'histoire que je vous ai racontée avec ma famille là, il y a 2 semaines, puisque j'ai raconté ça à la presse pour expliquer pourquoi je souhaitais quitter la commune. La gendarmerie m'a appelé en disant « mais vous n'avez pas déposé plainte ». Voilà. Et donc, j'ai déposé plainte. Voilà. Ces jours-ci, ils ont même entendu ma femme, qui était présente, bien entendu, hier également, qui a déposé plainte. Et je me suis aperçu, en allant signer ma plainte hier en gendarmerie, eh bien qu'ils étaient en train de travailler sur les tracts haineux. Voilà. Ah, d'un seul coup, voilà, maintenant, on peut faire quelque chose. Sur le directeur de publication du site Riposte Laïque. Parce que quand on leur avait dit, on a dit, mais non, on ne peut rien faire, hein, c'est un site, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Et là, on a appris qu'ils étaient en train de monter tout un dossier pour pouvoir le transmettre au procureur. Sur différentes choses également, notamment sur les tracts dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai reçus. C'est pareil, ils sont en train de monter tout un dossier. Bon, c'est curieux. Des mois après, voilà, il a fallu qu'il arrive quelque chose
et puis que ça remonte, pour que d'un seul coup, voilà, on prenne conscience que rien n'avait été fait, et puis que la liberté d'expression, elle a quand même ses limites. Et maintenant, donc, ça bouge, mais je pense un peu trop tard. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci de ce témoignage. Alors, vous imaginez bien que j'ai plusieurs demandes de parole, mais Mathieu Darnaud, notre rapporteur de la mission, quelques questions, puis le président Rapin, le ministre Bas, M. Loïc Hervé, le ministre Caner, M. Bourgi et Mme Gattel. Et Mme Kuckerman après. On va faire la liste, on continue. Donc, et M. Darnaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, à mon tour, de vous apporter à la fois mon soutien personnel, notre soutien, et vous remercier de ce propos que l'on imagine à la fois poignant et parfois désarçonnant quand on sait, et pour s'intéresser entre autres sujets qui est au cœur de notre mission sur l'avenir de la commune du Maire, à ce sujet qui va grandissant de confrontation des élus avec une violence du quotidien, en essayant aussi de voir comment on peut juguler, comment on peut apporter des réponses concrètes. On imagine aisément ce que vous avez été amené à vivre et à revivre même, puisque vous avez rappelé ici même que nombreux sont les faits qui vous ont confronté justement à celles et ceux qui ont été à l'origine de l'ensemble des violences auxquelles vous avez été confrontés. Moi, j'ai 3 questions assez succinctes et à la fois pratiques. La première, vous avez fait état de l'ensemble des fois où vous avez été amené à saisir les autorités de l'État, qu'il s'agisse du préfet, du sous-préfet. On a bien entendu que ce n'est que dernièrement que la gendarmerie vous avait invité à déposer plainte. Est-ce qu'auparavant, vous aviez déposé une main courante ou, j'allais dire, été amené, vous-même ou d'autres personnes, puisqu'on imagine aussi que l'ensemble des élus municipaux étaient amenés à vivre ces épisodes à vos côtés, à le faire eux-mêmes? Ça, c'est la première question. Vous avez aussi fait état d'une confrontation directe à l'issue de l'accueil des nouveaux habitants de votre commune avec quelques personnes qui faisaient partie des personnes qui se sont opposées et qui vous ont, j'allais dire, à plusieurs reprises vivement interpellé. Est-ce qu'à la suite de cet épisode, il y a eu un contact avec le préfet? Et pour être très clair, est-ce que l'État à chercher à rentrer directement en contact avec l'ensemble de ces personnes, notamment pour expliquer les raisons de ces décisions s'agissant du CADA. Et puis le troisième point, parce qu'on imagine aisément la douleur de ce que vous avez pu vivre, fait état notamment du soutien psychologique. Est-ce qu'à un moment donné, au-delà des témoignages de sympathie, j'imagine, et de soutien, est-ce que vous avez manifesté une demande de soutien psychologique? Est-ce que vous avez vous-même eu besoin, parce qu'on sait la violence et surtout parfois le sentiment de solitude auquel on est confronté quand on vit cela, parce qu'on peut l'exprimer, on peut en parler, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une forme de solitude face à la violence de ces actes. Donc, est-ce que vous avez engagé une démarche par rapport à cela? En tout cas, merci de vos réponses et merci de ce précieux témoignage. Je signale pour la bonne organisation de nos débats que si le rapporteur a un peu plus de temps, les autres ont 2 minutes pour la question. Monsieur Rapin. Merci, madame, messieurs les présidents, rapporteurs. Monsieur le maire, d'abord, bravo pour votre façon d'exprimer les choses. Je dirais presque sans émotion, et pourtant on sent très bien qu'au fond de vous, il y a une émotion très forte. Celle de quelqu'un qui a été bafoué, qui exerce une profession noble dans sa commune, qui
qui est rare aujourd'hui dans certaines communes, mais qui exerce une profession noble. Et ma première question en tant que confrère, c'est quel était le ressenti de votre patientèle si vous travaillez encore sur cette question et comment l'a-t-elle ressenti? La deuxième, et je ne sais pas si je pourrais avoir les réponses parce que je préside ma commission dans quelques minutes, c'est il y a eu aussi de la part des parlementaires, et je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, moi je me souviens très bien d'une question de Laurence Garnier en séance publique, interpellant les ministres sur ce problème particulier, sur votre problème particulier. Je voulais savoir s'il y avait eu des retours de cela. Et vous n'avez pas non plus évoqué votre député. Je suppose qu'il est intervenu aussi sur le sujet. Et étant député de la majorité, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu un soutien plus fort sur votre situation qui au somme de tout ce que vous nous avez exposé, était une situation très inquiétante. En tout cas, moi, je constate une chose, c'est qu'on a affaire au tonneau des Danaïdes à tous les niveaux. Sécurité, probité, justice, mais finalement, vous n'avez eu aucune réponse et on a vu le château de cartes s'écrouler par l'événement final qui a été celui de votre démission. En tout cas, monsieur le maire, tout mon soutien, bravo, et bravo aussi aux confrères, parce que je suppose que ça devait être difficile d'assumer toutes ces fonctions en même temps. Merci, monsieur le président Rapin. Monsieur le ministre Bas, monsieur le questeur. Merci, monsieur le président. Monsieur le maire, je dois vous dire que je suis profondément indigné par toutes les défaillances, voire les dysfonctionnements que la chronologie que vous avez méthodiquement exposée révèle. Et je suis d'autant plus indigné que voici maintenant près de 5 ans, à la suite de la mort brutale du maire de Signes, M. Michel, dans le Var, nous avons procédé à une enquête auprès des maires de France qui a révélé l'ampleur du phénomène, à la suite de laquelle nous avons fait des propositions, dont certaines, il est vrai, ont été reprises à notre initiative dans la loi, mais qui comportaient aussi des mesures d'organisation très importantes. Et notre démocratie municipale, elle repose sur le fait que tout citoyen peut devenir maire. Mais un maire ne fait pas l'école des maires. Il n'a pas la formation d'un magistrat ou d'un sous-préfet. Et par conséquent, nous avions demandé instamment à ce que, à chaque fois que l'on repérait des menaces, des insultes, des agressions, comme celles que vous avez rappelées, immédiatement se mette en place une cellule de crise pilotée par le préfet et qui prenne elle-même l'initiative de demander qu'il y ait des poursuites pénales quand des propos haineux, des menaces, des insultes étaient proférés, de sorte que le maire ne soit pas tout seul. Nous avons eu, à la suite de cette demande, des instructions données au préfet à l'époque et des instructions données au procureur de la République par le garde des Sceaux. Je constate, en vous écoutant, que nous en sommes restés, en tout cas pour votre cas, dans cet abcès de fixation terrible que vous avez décrit, à la situation antérieure. Ça n'est pas à vous, je pense, mais vous réagirez peut-être à mon propos, de prendre les initiatives. Vous devez être guidé et accompagné, et dès le début, pour ne pas laisser les choses se dégrader comme elles l'ont été, et c'est d'autant plus choquant qu'en plus, il s'agissait d'une affaire dans laquelle l'État était concerné au premier chef, puisque la création d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile n'est pas une initiative municipale. Donc tout ceci est scandaleux de bout en bout, je tenais à le dire, même si ce n'est pas formulé sous forme de question, mais vous pourrez bien sûr réagir. Et je suis comme Jean-François Rapin, je ne peux pas rester malheureusement, mais je voulais dire ça. Bien, mais merci, monsieur le ministre, mais j'ai entre les mains les 2 courriers de réponse que nous avions eus, et du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur, en date du 7 avril 2021 et du 6 mai 2021, au terme desquels des engagements ont été pris, qui manifestement, à ce stade, n'ont pas été tenus. Bien, monsieur Loïc Hervé. Oui, merci monsieur le président. Monsieur le maire, bon, comme l'ensemble de mes collègues, on est
assez stupéfait par ce qui vous est arrivé. Moi, il m'est arrivé des choses à peu près similaires il y a une dizaine d'années, mais j'avais pu bénéficier d'un soutien incomparablement plus important de la part du préfet et des gendarmes pour faire face à une situation qui aussi mettait en cause ou en danger ma famille. Je reviens sur le début de votre intervention et sur le rôle du maire dans les questions d'accueil des CADA. Parce que c'était, dans mon cas, exactement le même problème. Est-ce que vous pensez que, au-delà de l'absence de soutien à très court terme dont vous n'avez pas bénéficié, que tout démarre d'ici? C'est-à-dire que le maire d'une ville aussi importante que la vôtre, c'est une ville de 15 000 habitants, ne soit pas associé en termes de gouvernance à toutes les décisions principales qui touchent à cette question de l'accueil des demandeurs d'asile sur un territoire. Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement vous êtes à chaque fois dans une situation de jouer le mauvais rôle? Et pour nous législateurs, je pense que ça et c'est vrai pour cette politique publique-là, c'est vrai malheureusement pour bien d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'on peut voter toutes les lois du monde, elles reposent sur des êtres humains qui sont en charge de les appliquer. Et qu'il faudrait quand même un bouleversement intellectuel de l'administration déconcentrée de l'État pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays et vous apporter son soutien. Dernière question, plus triviale, est-ce que votre décision est irréversible? Bien. Merci, M. Hervé. Monsieur le ministre Patrick Kanner, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le maire, vous êtes devenu un symbole. Je crois que le symbole défendu par tous les maires de France, à juste titre, puisque quelque part, sur vous, la foudre est tombée alors que beaucoup de maires essayent de l'éviter dans leur vie quotidienne. Vous êtes représentant de vos concitoyens, encore aujourd'hui, mais vous êtes aussi représentant de l'État. Vous êtes un agent de l'État, comme maire. Ma question porte sur l'actualité de ce matin. Moi, j'étais très choqué, mais je crois que je ne suis pas le seul, d'avoir lu dans la presse que le préfet devait s'opposer à votre démission dans l'attente du rendez-vous que vous allez avoir ce soir avec Madame la Première ministre. Je ne sais pas si Madame la Première ministre aura des arguments qui vous feraient revenir sur votre décision. D'ailleurs, je ne vous demande pas de me répondre, quoique, si vous voulez, la presse sera intéressée, elle nous regarde à l'étage. En fait, c'est cette relation de confiance qui est en train d'être rompue entre les élus locaux et l'exécutif. Et pas uniquement sur l'affaire très douloureuse qui vous concerne, mais sur bien d'autres sujets. Donc ma question est simple, c'est aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, quel message peut-on faire passer à l'exécutif? Nous sommes représentants de la nation, nous sommes représentants des collectivités locales. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'interpeller Madame la Première ministre sur votre situation, je tiens à le dire. Et je compte bien lui demander, bien évidemment, si elle a pris conscience de la situation dans laquelle se trouvent énormément d'élus locaux. Moi, dans mon département du Nord, le nombre de maires qui me disent « on en a ras-le-bol ». On en a ras-le-bol, est totalement terrifiant. Ça ne se traduit pas automatiquement par une démission, mais ça se traduit par une lassitude qui est extrêmement dangereuse pour le fonctionnement de la démocratie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Senbourgi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais exprimer 3 sentiments et vous poser une question. Le premier sentiment, c'est vous remercier. Vous remercier d'être présent ici pour témoigner, malgré l'épreuve que vous et votre famille traversez. Le deuxième sentiment, c'est celui du soutien unanime que nous vous avons apporté, que nous vous apportons, parce que nous avons été révulsés par les violences que vous avez subies, que votre famille a subies. Je me fais le porte-parole de l'association des maires de l'Hérault, parce que depuis maintenant 15 jours, ils ne me parlent que de vous et de ce qui vous est arrivé. Et je voulais vous apporter le soutien des maires de l'Hérault. Je voulais enfin vous dire que nous sommes indignés par l'inaction de l'État. À travers le témoignage qui a été le vôtre, très factuel, c'est finalement une succession d'abandons dont vous avez été victime. C'est une somme de lâcheté dont vous avez été victime. Madame la Première ministre va vous recevoir aujourd'hui. Elle voudra certainement vous demander de revenir sur votre démission.
Je lui suggérais au préalable de faire 2 annonces. La première, c'est de vous présenter des excuses. Des excuses pour l'abandon dont l'État a fait preuve dans cette affaire. La seconde chose que je lui suggérerais de faire, c'est de limoger les hauts fonctionnaires qui sont censés représenter l'État dans votre département, parce que la somme de ces défaillances frise l'incompétence. On ne peut pas laisser un département, on ne peut pas laisser des élus et des habitants livrés à de tels hauts fonctionnaires dans votre département. Ma question est la suivante. Dans les faits que vous avez subis, est-ce que vous pouvez nous dire la nature du soutien dont vous avez bénéficié de la part d'élus, qu'ils soient nationaux ou locaux, depuis l'annonce de la création du CADA jusqu'à l'annonce de votre démission? Merci, Monsieur Bourgi. Madame la Présidente Gatel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour cette audition. Je crois que je n'ai pas de questions, Monsieur le maire. Mais il n'empêche que je vais prendre mon temps de parole, Monsieur le Président. C'est raté pour vous tous. Je voulais vous dire avec beaucoup de respect ce qui est sincèrement mon admiration ce matin pour la manière dont vous vous adressez à nous, avec beaucoup de sincérité, un sens des responsabilités qui nous impressionne tous, et la manière dont vous décrivez, parfois même avec un peu d'humour, ce qui est juste une tragédie de dérapage incontrôlé qui conduisent à, pour vous, qui vous êtes engagé pour servir votre ville, à un moment à devoir la quitter avec votre famille. Et donc, Monsieur le maire, ce que je voudrais vous dire, c'est vous êtes, où aujourd'hui, nous vivons la conséquence d'une faillite, d'une chaîne de responsabilité, d'une faillite de ce que j'appelle l'abandon de l'État à côté des maires, où un État dit « je veux, vous exécutez, vous vous débrouillez ». Et on voit aujourd'hui où cela nous conduit dans une société extrêmement violente. Et je pense que, Monsieur le maire, nous vous devons, et c'est le propos que le gouvernement devra tenir, nous vous devrons d'être aujourd'hui la cause de notre survie républicaine et de la prise de conscience que partout, en toutes circonstances et sur tous les territoires, l'État doit être là, à vos côtés, parce que vous êtes la valeur absolue de la République, vous l'incarnez. La preuve, vous êtes aujourd'hui transformé en bouc émissaire d'une violence et d'un abandon de l'État. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Gatel. Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président. Peut-être à mon tour, et effectivement, comme vient de le faire notre collègue Françoise Gatel, je crois tout d'abord apporter notre soutien, mais vous dire aussi ma stupéfaction à l'écoute de votre témoignage. Et cela ne changera rien de tout ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez subi, mais tout de même, et heureusement que dans d'autres départements, les choses ne se passent pas ainsi. Parce que si nous en sommes maintenant à plus d'1 millier de maires qui ont démissionné depuis le début du mandat, il y en aurait bien plus. Et donc, effectivement, dans le témoignage qui est le vôtre, l'on prend conscience, j'ai envie de dire, fait après fait, d'une défaillance en cascade qui interpelle très très fortement. Parce que, in fine, les choses, pour votre vie, pour celle de votre famille, ne se finissent pas dramatiquement, mais tout est possible et tout est imaginable. J'ai juste une question, et sans polémiquer. Est-ce que il n'y a pas eu finalement une sous-estimation des menaces à votre égard, convaincu peut-être un peu rapidement de la part de certains que ce n'était que quelques individus excités et menaçants, alors qu'il y avait bien, dans votre cas, une organisation, vous les avez citées, et une volonté, y compris de l'extrême droite, très déstabilisante à votre égard, et je n'en reste qu'à ce cas-là, bien évidemment. Je crois que chaque cas est unique, même si, malheureusement, et d'autres collègues l'ont dit précédemment, ils se multiplient et ils sont de plus en plus nombreux et doivent nous interpeller, parce que quand il n'y aura plus de maires, c'est tout simplement la démocratie et la République qui sera mise à terre. Madame Kuckerman, Monsieur Jean-Michel Arnaud. Oui, Monsieur le Président, rapidement, puisque l'heure avance, d'abord vous dire, comme cela a été dit par d'autres collègues, Monsieur le maire, en tant que président de l'Association des maires de mon département, les Hautes-Alpes, les sénateurs,
Je crains que la situation que vous décrivez soit une situation, hélas, qui ne soit pas totalement isolée. Nous avons régulièrement des témoignages de nature différente, qui peuvent être d'ordre privé, qui peuvent être d'ordre politique, liés à des projets spécifiques, ou simplement une ambiance générale dans ce pays qui est de taper sur toutes celles et ceux qui ont une autorité, ou leur famille. Et permettez-moi de le dire, j'ai aussi une pensée pour ce qui est arrivé à la famille du président de la République aujourd'hui, dans un contexte totalement différent, mais qui est de même nature. Donc le vrai sujet aujourd'hui est de savoir comment la République fait face à la situation que vous avez vécue dans votre chair avec votre famille. Localement, il y a 10 ans, nous avons mis en place avec notre association départementale une assistance juridique. Aujourd'hui, probablement parmi les premières associations départementales de maires de France, notre association a décidé de conventionner avec un psychologue pour pouvoir faire un accompagnement aussi des maires confrontés à des difficultés et à des tragédies parfois locales, mais souvent aussi intimes, parce qu'il faut vivre cette situation-là en lien avec sa famille. Et bien souvent, d'ailleurs, le dispositif de bascule, quand le maire lâche, peut-être est-ce votre cas, vous le direz ou vous ne le direz pas, je respecte évidemment votre intimité, c'est aussi de protéger sa famille, parce que les élus ont des familles, et les familles n'ont pas choisi forcément l'engagement de leur père ou de leur mère, mais sont exposés tout autant. Ma question est la suivante. Pensez-vous, au vu de votre expérience, qu'il s'agit d'une chaîne de défaillance individuelle ou d'un système, puisque vous avez l'expérience d'élu, une expérience déjà riche, un déficit finalement de l'organisation de la réponse institutionnelle des institutions républicaines à l'égard d'un maire, à l'égard d'un élu, à l'égard d'une personne ayant autorité qui se trouve confrontée à du harcèlement. Enfin, je tiens aussi à le dire, nous avons probablement dans votre expérience, comme beaucoup d'expériences que nous avons vécues dans nos départements respectifs, du harcèlement aussi lié aux réseaux sociaux et à des groupes extrêmement organisés. J'aimerais éventuellement que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez, parce que bien souvent, le harcèlement se fait moins sur la proximité, puisqu'on est à portée de connexion de nos collègues et de nos concitoyens, mais par contre, on est à portée aussi de connexion de tout ce qui fait effectivement qu'une république est aujourd'hui bafouée, que ses représentants, notamment les maires dans la petite république que constitue la commune, ressentent de manière peut-être plus vive. Alors je crois qu'il y a aussi, d'un point de vue législatif, d'un point de vue message politique, à adresser aussi un élément fort pour que stoppe le harcèlement et les organisations de masse. Et parfois, vous avez cité une association qui est spécialiste en la matière, du harcèlement visé et ciblé pour faire craquer la démocratie locale. Merci, M. Arnaud. M. Joël Guerriau. Et puis Mme Belriti. Oui, merci, Président. Le 7 avril, lorsque j'avais organisé cette réunion autour de la violence faite aux élus, il y avait pratiquement un peu plus de 50 élus, et pour la plupart des maires, qui avaient été eux-mêmes victimes d'une situation d'agressivité, d'agression, de violence. Et moi, ce qui m'a marqué beaucoup, Yannick, lors de ton témoignage, c'était la présentation de ce fameux tract, ou des différents tracts, mais surtout l'un d'entre eux que tu as particulièrement décrit tout à l'heure, qui est d'une violence extrême, mais surtout qui expose nos proches. Et je pense que dès l'instant où nos proches se trouvent en danger, alors que c'est finalement notre engagement à nous qui nous conduit à exercer une fonction qui est la nôtre, je trouve que dès l'instant où nos proches se trouvent en situation d'être eux-mêmes les victimes, ou du moins d'être agressés et de sentir que finalement on prend des risques pour eux, je pense que ça nous amène à une décision telle que celle que tu as pu prendre. Et c'est difficilement irréversible parce qu'on ne peut pas mettre en danger sa famille. Ça me paraît être extrêmement compliqué. Et c'est là que je ne comprends pas la réaction de nos forces de l'ordre, je ne comprends pas les réactions, ou l'absence plutôt de réaction face à ce type d'acte qui finalement déclare par de fait même une menace inacceptable, odieuse, invraisemblable. Donc si tu peux nous en parler un peu plus, non pas de ce tract, mais de la façon dont ça a été vécu, et en particulier par tes proches. Merci. Madame Belriti. Puis, M. Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous féliciter, car vous avez le courage aujourd'hui de dénoncer un sentiment qui est devenu général auprès des maires, c'est celui de l'abandon de la part de l'État. Dans mon département, nous avons eu une dizaine de cas pratiquement similaires au vôtre. Et
aujourd'hui, eh bien, on a une réponse extrêmement légère de la part de la justice. Par votre décision d'abandonner votre mandat, eh bien, vous souhaitez déclencher une prise de considération réelle de l'État. J'espère que cela servira. En tout cas, sachez que le 13 avril dernier, j'ai interpellé le gouvernement sur la recrudescence des violences faites aux maires. Madame la ministre Faure m'avait affirmé à ce moment-là qu'elle mettrait en place des mesures. C'était le 13 avril dernier et je crois que rien n'a été fait. Alors voilà, aujourd'hui, face à tout cela, eh bien, cela renvoie à l'incapacité chronique de réaffirmer l'autorité de l'État. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pensez-vous que la justice a des réponses à la hauteur envers ces agresseurs? Merci, madame. Monsieur Éric Kerrouche, puis monsieur le ministre Sueur. Merci, monsieur le président. Monsieur le maire, d'abord, merci de votre témoignage aujourd'hui, parce que je pense que vous êtes devenu un symbole, d'une certaine façon, à votre insu, et je ne pense pas que ce soit facile d'être dans cette situation après les événements que vous avez traversés. Il y a plusieurs problèmes dans votre cas. Le premier, c'est qu'il y a une recrudescence manifeste des exactions de l'extrême droite et de l'ultra-droite en France. Chez vous, comme il y a pu en avoir ailleurs, vous avez rappelé à Callac, à Lille, autour du bar Citadelle, ou encore à Lyon. La question, c'est de savoir si, effectivement, on peut avoir trop de complaisance politique par rapport à ces exactions, ou s'il faut réagir parce qu'elles remettent en question la démocratie, et singulièrement la démocratie locale, et c'est ce qui s'est passé chez vous. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette, je ne sais pas comment le qualifier, mais cette protestation politique extrémiste s'est incarnée contre vous et votre équipe municipale, en remettant en cause la démocratie locale que vous incarnez. Et on en vient à un point qu'on évoque régulièrement au Sénat, c'est celui de la protection des élus, du statut des élus entendu au sens large, de telle façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas seuls, trop seuls, devant les situations qu'ils ont à affronter. Et manifestement, ce que vous avez décrit, c'est exactement ça. C'est aussi l'histoire d'une solitude par rapport à un État qui n'a pas, a priori, répondu du tout comme il aurait voulu le faire. Alors ma question, elle est assez simple. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué comme réponse? De quoi auriez-vous eu besoin pour pouvoir continuer et affronter cette situation où, pour le coup, vous vous êtes retrouvés seul, vous et votre équipe, avec les conséquences qui ont été évoquées malheureusement sur votre famille et le débordement complet sur votre vie privée? Merci, monsieur Kerrouche. Monsieur Sueur, le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le maire, chers collègues, ce que vous avez dit est factuel. Et le défilé de tout ce que vous avez décrit, jour après jour, est beaucoup plus éloquent que de grandes déclarations, parce qu'on a vu exactement votre vécu. Et à cet égard, on va tous vous dire, bien sûr, notre total soutien. Mais cela n'a de sens que si il y a des choses qui changent. Lorsqu'il y a eu la mort du maire de Signes, on avait fait un rapport, comme tu l'as rappelé, et on a dit plus jamais ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On imagine des services de l'État, une préfecture, une sous-préfecture. Bon, il y a tellement de problèmes. On parle des manifestations à Nantes, à Rennes, à Paris, etc. Bon, voilà, à Saint-Brévin. Bon, mais d'une certaine façon, on ne traite pas véritablement la chose parce qu'il y a une sorte de routine. Et ce qui est devenu inacceptable, c'est que face à la question du droit d'asile, qui est un droit, qui est l'honneur de la République, que d'accueillir les gens qui sont persécutés. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a un racisme banal qui se développe à une très grande rapidité. Et ça, c'est une honte pour la France. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est un changement de cap de telle manière que le moindre fait
soit traité, qu'il y ait réponse, et non pas empilement des papiers pour vous dire voilà, on a reçu votre papier, on s'en occupe, mais en fait on ne s'en occupe pas. Il faut qu'il y ait un coup d'arrêt. Moi je ressens ça tellement fortement, un coup d'arrêt, et ça appelle beaucoup de choses, y compris dans nos comportements aux uns et aux autres, que l'on ne reste jamais passif devant ce qui est en train de se passer. Voyez-vous, j'ai été frappé quand à l'Assemblée nationale, tout le monde s'est levé pour vous applaudir, sauf ceux qui sont restés assis. Et ça veut dire beaucoup, parce qu'ils sont restés assis devant la violence faite à un maire, mais devant la violence faite à un maire qui applique la loi de la République, qui est d'accueillir ceux qui sont persécutés. Donc moi, je voulais vous dire un grand merci, bravo, mais toutes ces paroles n'ont de sens que si, à partir d'aujourd'hui, cet après-midi, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a dans cette République un sursaut pour agir dès qu'il y a la moindre chose, parce que la moindre chose, c'est quand même beaucoup trop. Tous les tracts, les papiers, etc., il y a des tracts, on doit réagir, on ne peut pas ne pas réagir. Et bien sûr, l'incendie, tout ça, comment cela n'a pas pu donner lieu à des réactions plus fortes. Donc je crois que notre soutien est un devoir pour nous tous de demander que ça change. Boyer, puis ensuite nous donnons la parole à Yannick Morez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le maire. Je voudrais très brièvement vous dire à mon tour tout le soutien qui est le mien. Et effectivement, à peine élu sénateur, j'ai entendu un ministre proposer balance ton maire, ce qui a commencé à créer peut-être auprès des maires un climat particulièrement délétère. Mais effectivement, je crois qu'en tant qu'élu, malheureusement, dans nos fonctions précédentes ou dans nos fonctions actuelles, on a tous été confrontés directement ou indirectement à de la violence. Et on assiste aujourd'hui à une contestation de tout ce qui peut ressembler à une figure d'autorité ou de réussite ou de nanti, et avec des personnes qui souhaitent faire plier la République. Et c'est vrai que c'est particulièrement dangereux. Et je dois vous dire, Monsieur le maire, qu'il y a quelques semaines, dans les Bouches-du-Rhône, à l'initiative du président de l'Association des maires et de la présidente du département, nous avons une très grande réunion avec tous les maires du département et les sénateurs, les députés, mais aussi toutes les figures d'autorité de l'État. Et la question des violences a été évoquée par de nombreux maires qui avaient été confrontés effectivement à des agressions et ils ont été incités à déposer plainte. Et quand j'entends votre témoignage, vous qui êtes aujourd'hui à la fois devenu le symbole de ces défaillances, des défaillances des réponses de l'autorité publique, des agressions, mais aussi du courage des élus. Et moi aussi, j'ai été stupéfaite en entendant le détail de votre témoignage, parce qu'on se dit, c'est pas possible, à un moment donné, ça va bien finir par s'arrêter. Je voudrais savoir si vous pensez que l'inaction est liée à l'affaissement de la réponse publique et des services publics, d'une part, et d'autre part, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la réponse soit à la fois effective et efficace? Je vous remercie. Merci, madame. Bien, nous arrivons au terme de la liste de questions. Vous répondez dans l'ordre que vous voulez et de la manière dont vous souhaitez, naturellement, mais vous avez seul la parole. Merci. Donc, tout d'abord, pour répondre à la liste des questions, il y a eu, oui, des personnes qui ont déposé plainte, et je pense notamment à la directrice de l'école, d'une part, et puis également à la présidente de l'association des parents d'élèves, qui ont réussi à déposer plainte
en fait, mais parce qu'on était derrière, qu'on leur a demandé à tout prix de le faire, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas des élus. Voilà. Elles sont là, notamment la directrice, voilà, pour assumer son rôle de directrice d'école. Et l'association des parents d'élèves, la présidente, c'est pareil. Voilà. Donc là, on les a, j'irais, aidées dans le sens où il fallait à tout prix qu'elles déposent une plainte, et donc la plainte avait été enregistrée. Tout à l'heure, j'ai dit également que le collectif m'avait demandé à tout prix à ce que je puisse les aider pour obtenir un rendez-vous avec le préfet. Il a fallu que je relance plusieurs fois le préfet parce que ça ne venait toujours pas. Et la veille de la dernière manifestation, j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient été reçus quelques jours auparavant, simplement, qu'ils avaient été reçus par le secrétaire général de la préfecture. Donc, et puis il y a eu plusieurs également interventions sur l'aspect psychologique. Alors, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai pas du tout un tempérament anxieux. Voilà, donc moi tout me passe par-dessus. Voilà, je subis sans problème toutes les attaques, toutes les menaces ou je dirais ou les insultes. Mais là, quand même, j'ai pris un coup sur la tête. Je dirais, le jour où c'est arrivé. Le matin même, je me demandais si c'était pas un cauchemar que j'étais en train de vivre. Hein. Donc, quand je me suis retrouvé 5 heures du matin avec mon épouse en train de voir mes voitures brûler et puis la maison également prendre feu. Donc voilà, on se sent complètement démuni. En plus, à cette heure-là, bien entendu, vous imaginez, les pompiers ne mettent pas de sirène, donc je peux vous assurer qu'on trouve le temps vraiment très très long. Donc, soutien psychologique, je pense que ça peut être utile parce que c'est vrai que je le vois, moi, au sein même de mon équipe. Voilà, ça n'a quand même pas été facile pour tous les élus, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très soudée. Il y en a quand même un certain nombre, voilà, qui ça faisait peur, qui le vivaient pas très bien. Donc, même si j'étais là pour essayer, voilà, de leur monter le moral, pour essayer de maintenir toute l'équipe, je pense qu'il y a sûrement des personnes pour qui ça aurait pu être difficile quand même de subir tout ça. Probablement peut-être des maires qui auraient peut-être démissionné avant d'aller jusque-là. Mais bon, c'est vrai que ça peut être important. C'est vraiment s'il y a un soutien psychologique qui peut être proposé justement pour essayer de pallier à toutes ces difficultés. Pour répondre, il est parti, me demandait mon confrère ce que pensait ma patientèle. Un soutien total, hein, c'est vrai. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas tout raconter, hein, parce que, voilà, vu le manque de médecins, même dans les communes comme la mienne, voilà, c'est compliqué. On n'a pas trop de temps à perdre pour discuter trop longtemps avec les patients. Mais il y avait quand même un soutien important, notamment au niveau de ce projet de CADA, puisque tous les Brévinois et mes patients aussi donc, ont vécu toutes ces manifestations. Et quand je vous disais qu'en fin de compte, ceux qui étaient opposés, c'est vraiment une toute petite minorité. Hein, c'est vraiment quelques personnes, puisque tous ceux qui manifestaient, surtout, étaient en dehors de la commune. Et lorsque la contre-manifestation avait été organisée, beaucoup de Brévinois, dont certains de mes patients, y ont également participé. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de difficulté. Il y a eu une question importante sur le député. Le soutien ou pas du député. Mon prédécesseur. Donc en 2017, c'est lui qui m'avait demandé de prendre la suite. Voilà. On a eu quelques petites différences sur la commune, ce qui fait qu'en 2020, quand j'ai décidé de me représenter, il est allé dans une liste opposée. Voilà. Bon. C'était son droit, bien entendu. Au niveau le jour de l'incendie, il ne m'a pas appelé. J'ai eu le droit au communiqué officiel qu'il a mis sur les réseaux. Voilà. Mon prédécesseur était pharmacien à Saint-Brévin. Et donc, pendant 32 ans, en fait, en exerçant à Saint-Brévin, j'ai eu des relations jusqu'à ce qu'il arrête sa profession de pharmacien, mais j'ai eu des relations régulières avec lui. En plus, je me fournissais au niveau de mes fournitures médicales dans sa pharmacie. Donc là, le côté
côté humain, voilà, je l'ai pas vu. Et il y a 2-3 semaines, nous avons inauguré un nouvel EHPAD dans ma commune. J'ai rencontré, il y avait le directeur du département qui m'a demandé tout de suite, qui m'a demandé des nouvelles, qui a pris des nouvelles de moi. Également, c'est les vice-présidents du département. Monsieur le député qui était présent, que je n'avais pas vu depuis longtemps, en fait, ne m'a même pas demandé de nouvelles. Et depuis, pas un mot. Voilà. Donc je sais qu'il est intervenu hier dans les questions à l'Assemblée. Voilà. Mais bon, donc je n'en dirai pas plus. Voilà. Est-ce que ma décision est irréversible? Vous savez, entre le 22 mars et maintenant, on a eu le temps de réfléchir, on a laissé passer voilà, le cap de façon à ne pas prendre une décision comme ça dans la foulée. J'ai bien réfléchi, voilà, avec mon épouse, avec mes enfants, même s'ils ne vivent plus à la maison, mais enfin bon, voilà, ils sont... Et voilà, maintenant, mes enfants me disent de tout arrêter. Ma femme ne veut plus rester sur Saint-Brévin, puisque pour l'instant, on ne sait pas, la personne n'est toujours pas arrêtée. Hein. Donc c'est ce qu'elle me dit en faisant mes courses. Si ça se trouve, je le croise, quoi. En fin de compte, il est peut-être en train de rigoler dans mon dos une fois qu'il m'a croisé. Donc, plus ce qui s'est passé le week-end dernier, voilà, on n'a pas envie, donc ma décision, voilà. Et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai bien décidé. J'avais un autre projet que nous avions construit avec mon épouse, mais qu'on nous avions prévu pour la fin du mandat. Parce que de toute façon, j'avais décidé de ne pas m'en présenter en 2026. Hein. Ça faisait déjà 3 mandats. Et donc, ce projet, nous allons l'avancer et puis nous allons pouvoir en profiter. Voilà. Les messages à faire passer à l'exécutif, c'est vrai, et quand j'ai eu le préfet le jour de ma démission, j'en ai parlé quand même de tout cela, puisqu'on a été un petit bout de temps au téléphone, je lui ai dit quand même du manque de soutien qu'on avait ressenti, on s'était quand même trouvé isolés. Et c'est la raison pour laquelle j'avais marqué dans mon communiqué justement le manque de soutien de l'État. Et c'est ce que je lui ai dit, il y a sûrement des choses à faire. Lui, quand il est arrivé comme nouveau préfet, il aurait peut-être pu faire, pourquoi pas, au moins au niveau de la Loire-Atlantique, une réunion qui permettrait de se présenter, de rencontrer les différents maires. Je sais bien qu'il ne peut pas aller dans les différentes communes. Là, vu ce qu'on subissait, il aurait pu quand même essayer de, voilà, que l'on ait un peu plus de relations, ne serait-ce que par des coups de téléphone, des courriers. Et on s'est aperçu qu'il y avait probablement un gros problème de communication entre justement sous-préfet, et puis les collectivités, alors que moi j'avais découvert que dans d'autres départements c'était pas du tout comme ça. Donc voilà, est-ce que ça vient de la personne, est-ce que c'est difficile à dire, mais quand je vois que dans d'autres départements où il y a vraiment une relation entre les maires et les préfets, surtout que on a souvent entendu parler que le couple important c'était quand même préfet-maire, hein. Et là, préfet-maire, il ne faut pas dire que je l'ai connu, hein. Donc, si j'ai décidé d'aller jusque-là, puis d'aller jusqu'au bout, et puis de venir également ce matin, c'est parce que voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise, j'ai pas envie non plus que pour les autres maires, hein, je vous dis, qui m'ont adressé des messages et qui subissent eux aussi voilà, des violences verbales ou physiques. Voilà, je crois qu'il faut que ça change. On s'aperçoit que dans les différentes propositions de loi qu'il y a eu, enfin, de loi, rien pour l'instant n'a bougé. Donc, mon souhait, puisque certains ont dit que j'étais devenu un symbole, ma foi, voilà, si je peux au moins terminer cette carrière politique en essayant d'avoir fait quelque chose et puis d'avoir fait bouger les lignes pour justement l'avenir, et notamment pour les élus, parce qu'on s'aperçoit quand même que les contraintes sont quand même de plus en plus importantes. Hein, et qui a ce contact avec les concitoyens, c'est avant tout c'est le maire qui arrive là en premier, et c'est lui qui doit à tout prix défendre toutes les décisions de l'État. Et on sait très bien que c'est quand même pas simple. Tout à l'heure, j'ai cité en tout début Lausanne. Je pense que ça va être difficile.
voilà, d'annoncer à certains citoyens que voilà, leur terrain, on peut plus, il n'est plus constructible, on ne peut plus rien faire. Déjà, on s'aperçoit que dans ces différentes lignes de projets de l'État, est-ce qu'il y a de la communication? Bien, pas forcément. Moi, je sais qu'au niveau du Pays de Ré, avec mon collègue maire Jean-Michel Brard, le maire de Pornic, on avait fait une conférence de presse parce qu'on n'arrêtait pas d'entendre dans nos communes, mais arrêtez de bétonner dans les centres-villes, parce qu'il y a des immeubles qui se construisent, pour essayer d'expliquer justement à nos concitoyens qu'on applique la loi. Voilà. On a essayé également, moi je l'ai fait au niveau de mon bulletin municipal, tout un dossier pour essayer d'expliquer justement, pour éviter d'être harcelé en permanence ou d'être critiqué. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des manques de communication justement des différentes lois de l'exécutif pour faire comprendre à nos concitoyens que ce n'est pas le maire qui est responsable, que lui malheureusement il est obligé de subir, de faire appliquer la loi et d'essayer de faire comprendre ces différents messages et de les faire passer au niveau des concitoyens. La nature au niveau du soutien des élus, au niveau de la, puisque je suis également le président de l'intercommunalité, c'est vrai qu'on est relativement soudés, et c'est vrai que tous mes collègues maires étaient avec nous. Et justement, en parlant d'intercommunalité, juste également pour rappeler également quelque chose, vous avez dû entendre parler que nous avons eu, la ZAD, la fameuse ZAD du Carnet, puisque là aussi, encore une fois, c'était un projet de l'État qui voulait implanter, vous savez, il y avait 12 sites qui étaient prêts pour justement industrialiser cette zone. Et donc cette ZAD s'est installée, et jusqu'au jour où forcément ça entraînait, vous imaginez bien, des nuisances vis-à-vis de nos concitoyens qui habitaient pas très loin, et nous n'arrivions pas à avoir de rendez-vous avec le préfet. Donc c'est pas celui qui est actuellement, c'était son prédécesseur, M. Didier Martin. Comme nous n'arrivions pas à avoir de rendez-vous avec le préfet pour lui demander quand est-ce qu'il allait évacuer cette ZAD, nous avons décidé un jour, les 6 maires, il y avait également la sénatrice Laurence, tu étais là, et puis la conseillère départementale, nous nous sommes rendus à la préfecture à Nantes avec nos écharpes pour avoir un rendez-vous avec le préfet. Nous n'avons pas eu de rendez-vous, ils nous ont envoyé la police pour manifestation non déclarée. Voilà. Donc nous sommes rentrés sur notre territoire et nous avons appris dans l'après-midi par la presse que nous allions avoir un rendez-vous et que nous avons eu 2 semaines après, où nous sommes rendus à la préfecture justement pour parler de cette évacuation de la ZAD. Donc encore une fois, même si ça n'avait rien à voir avec le CADA, mais ça montre bien qu'il y avait quand même un décalage. Voilà, 6 maires, une sénatrice, une conseillère départementale, voilà, envoyer la police pour manifestation non déclarée, c'est... Les sous-estimations des menaces, c'était un peu ce que je vous ai dit quand on a reçu avec mes 2 adjointes le sous-préfet et le commandant de gendarmerie. Ce qu'il nous a dit, en fin de compte, les menaces. Mais non, c'est rien, puisqu'il nous a dit, mais moi aussi, j'ai des menaces, parce que nous a dit le sous-préfet. Et oui, mais on lui a pourtant bien dit, vous savez, également avec toutes les menaces qu'il y a sur les réseaux sociaux, on lui a rappelé quand même quelque chose. Ça a commencé comme ça, donc pour l'affaire de Samuel Paty quand même. C'était sur les réseaux sociaux. Puis on a vu à quoi ça aboutit. Et c'est ce qu'on a dit au sous-préfet. Et il nous a dit, mais non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, vous voyez, la minimisation des menaces, en fait, on avait vraiment eu l'impression sur tout notre parcours d'avoir jamais été entendu, d'avoir été pris au sérieux. Ça a été ça tout le temps. Les réseaux sociaux, alors bon, une véritable catastrophe. Il va falloir quand même qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit fait sur les réseaux sociaux, parce que on a un déchaînement de haine, avec parfois certaines personnes qui utilisent forcément des faux profils et qui attisent la haine en permanence, et on se trouve totalement démuni. Bien sûr, quand c'est sur le site de la commune, on peut les enlever, mais il se produit très souvent des groupes, et puis là, bien entendu, nous, on n'a pas du tout la main,
Et là, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, hein, cette haine et cette violence. Et je pense qu'il y a sûrement un travail à faire de façon à essayer de bloquer, enfin je ne sais pas comment on peut faire, mais essayer de faire quelque chose au niveau des réseaux sociaux. Et peut-être, est-ce que quand on dépose des plaintes sur ces menaces ou ces insultes, eh bien, ça puisse aboutir à quelque chose, parce que là, on a vraiment l'impression que tout ce déchaînement de haine, en fait, ensuite, ça diffuse au niveau de la population, ça diffuse au niveau de certains habitants. Alors forcément, en général, ce ne sont pas, je dirais, les plus cultivés qui, eux, prennent ça au sérieux et puis qui peuvent être amenés à passer à l'acte. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire. La justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qu'on a fait au niveau du procureur de la République, on n'avait pas eu de réponse. Juste pour information, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la procureure de la République m'a appelé également le jour de l'incendie. Et puis, la semaine suivante, elle n'a pas osé m'appeler, alors qu'elle m'avait appelé sur mon portable. Elle a appelé mon directeur de cabinet pour lui dire qu'en fait, elle allait ouvrir une information judiciaire sur les menaces. Voilà. Alors qu'elle n'avait pas répondu au premier courrier où on avait listé toutes les menaces. Donc, bon, là aussi, hein, il y a eu un décalage important. Au niveau de la justice, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que, en fait, ceux qui sont condamnés n'ont quasiment rien. Donc, en fait, ça ne les empêche pas forcément de recommencer. Et puis, sans compter toutes les plaintes qui sont classées sans suite. Donc, il y a sûrement là aussi, il faut sûrement agir au niveau de la justice de façon à ce que il y a vraiment quelque chose d'important qui soit fait pour bien montrer que on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas insulter ou agresser, que ce soit verbalement ou bien physiquement, les élus qui, eux, sont là pour soit faire appliquer les lois, soit essayer de faire en fait le maximum pour leurs concitoyens. L'inaction publique, je crois que je l'ai démontré. Maintenant, si j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, parce que j'espère quand même, je souhaite que ça bouge. Donc j'ai bien voir ce soir, puisque je rencontre Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, avec Madame Dominique Faure. Je crois qu'au niveau des collectivités, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'important qui soit fait pour les communes, et puis pour les élus en général. On peut pas continuer comme ça. On le voit déjà lors des dernières élections municipales de 2020, il y avait quand même un taux d'abstention qui avait quand même monté, alors qu'habituellement, au moment des municipales, c'est toujours des taux quand même qui sont très très élevés. Là, on apercevait que le taux commençait déjà à baisser. Donc, et on s'aperçoit qu'également dans plein de petites communes, et je vois au niveau de mon interco, beaucoup de petites communes n'avaient qu'une liste. Hein. Il y a même une commune de Corsec qui est juste à côté de Saint-Brévin, où la liste, elle s'est vraiment faite 3 jours avant le dépôt. Hein. C'était vraiment... Donc, en 2026... qu'est-ce qui va se passer, hein. Et puis, c'est vraiment... ce qui est important dans une commune, c'est d'avoir quand même plusieurs listes, de façon à avoir un débat démocratique quand même, quelque chose, des échanges. Si dans chaque commune, il y a maintenant plus qu'une seule liste, où va-t-on? Je crois que ça, c'est important, et j'ai bien peur qu'en 2026, si on ne veut pas justement avoir des communes où il n'y a pas de liste, ou des communes... il y a une ville également, une commune du Pays de Ré, qui a 6 000 habitants, qui n'avait qu'une seule liste, une commune de 6 000 habitants. Donc... je crois que là, il va falloir prendre en cause en fait cette non-participation, le non-engagement des citoyens, justement parce qu'ils ont peut-être de peur de s'engager et des conséquences. Alors quand on voit ce qui se passe, je crois que c'est là qu'il va falloir rassurer de façon importante tous les citoyens qui ont envie de s'engager. Bien entendu, il ne faut pas leur montrer ce côté négatif, mais voilà, que c'est important. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour essayer de répondre un peu à toutes les questions. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein, pour moi, c'était très important de venir ce matin, pour essayer de faire passer un message. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous avons à peu près consacré 2 heures à notre réunion, ce qui n'est pas un regret, mais plutôt une chance d'avoir pu vous avoir et recueillir votre témoignage. Peut-être vous dire que dans ce climat un peu général de violence, d'intimidation, où finalement plus personne ne recule devant rien, il y a une urgence à agir. Elle concerne les élus locaux, mais elle concerne aussi beaucoup d'autres sujets.
Mais je voudrais simplement vous informer que dans le cadre du projet de loi justice, nous auditionnerons très prochainement le garde des Sceaux. Et ce sera aussi l'occasion de revenir sur la situation que vous avez connue avec lui à l'occasion de cette audition de la semaine prochaine, de façon à continuer. Ce que je veux dire par là, c'est à travers cet exemple qu'avec les collègues de la mission et la commission des lois, on continuera ces auditions pour aller un peu plus loin, pour comprendre ce qui s'est passé et comment cette défaillance a pu être constatée à ce point-là et vous mettre à ce point-là en difficulté, et peut-être mettre d'autres collègues aussi en difficulté. Donc le travail continue. En tous les cas, nous voulions d'abord vous entendre, vous. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci.